Bonjour à tous, bienvenue à la 3e webconférence mensuelle de Landar sur les traitements anti-JAK ou les inhibiteurs JAK par voie orale. Donc c'est la webconférence du mois de mars. Les intervenants pour ce soir sont le professeur Bernard Combe, rhumatologue à l'hôpital La Péronie, chef du service et du pôle os articulation du CHRU de Montpellier. Donc j'ai le plaisir de l'accompagner ce soir et avec nous à la technique, Damien Carnet qui s'occupe du digital pour l'association. Donc au préalable, un petit clip pour vous rappeler l'action de Landar autour du calendrier 2018 qui reprend 12 portraits de patients. Alors c'est un calendrier un peu déshabillé mais très respectueux avec de très belles photos qui a pour objectif principal d'aborder la problématique de l'image de soi et de sensibiliser à la fois les professionnels de santé mais aussi les patients eux-mêmes à aborder cette thématique pas toujours facile et qui pourtant est essentielle pour se sentir bien dans son quotidien. Donc je vous encourage vivement à vous procurer ce calendrier, à l'afficher et à le distribuer autour de vous. Donc quelques images du calendrier. It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me. So come along and take a look because I want you to see. The world is yours, look a little bit closer. If you want it, come and get it. You can take it over, you can make your tomorrow's what you want them to be. You got the power in your hands to shape your history. You gotta take it up a level and go up higher. Put more fuel in the tank and turn up the fire. Come on and take a leap into your destiny. And come on up, come up with me. We're going up, up and up. We're going 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 up to the top, won't stop. Now I'm feeling it. Celebrate, laugh, good times all around. I wanna keep it. Donc le cycle des webconférences de Landar, depuis janvier, vous le savez maintenant, des webconférences tous les mois. On a maintenant une plateforme fiable, donc petite info technique. Dorénavant, pour vous garantir la meilleure expérience possible avec nos webconférences, il sera préférable de passer par Google Chrome pour nous rejoindre ou éventuellement Mozilla Firefox ou encore Opera. Voilà, ça c'est pour la partie technique. Donc les précédentes webconférences, le microbiote par Thierry Chaverbeck en janvier et les biosimilaires par René-Marc Flippo en février sont disponibles en replay et la webconférence actuelle est en replay aussi accessible en toute liberté. Le mois prochain, on retrouve le professeur Jérémy Selam de Saint-Antoine qui va nous parler d'un sujet très attendu qui est l'alimentation et je vous laisse découvrir au fil du temps les prochains rendez-vous. À savoir également que vous avez un accès au e-learning proposé par Landar. C'est pareil, un accès à volonté pour en apprendre plus sur la maladie, que vous soyez patient, accompagnant ou professionnel de santé. Donc je laisse la parole maintenant au professeur Bernard Combe qui va nous expliquer en détail les nouveaux traitements disponibles dans la polyarthrite rhumatoïde, les traitements anti-JAK. Alors bonjour à tous, je vais vous parler des nouveaux traitements de la polyarthrite rhumatoïde que sont les médicaments appelés anti-JAK. Ils ont été commercialisés, il y en a deux, ils ont été commercialisés en 2017 en France, deuxième partie de fin 2017. Et ce sont des médicaments originaux, donc je vais vous présenter les différents éléments. Voici tout d'abord mes liens d'intérêt comme il est d'usage. On va parler, vous voyez, le programme un petit peu. D'abord, que c'est que ces nouveaux traitements de fond, que ce sont des inhibiteurs de kinase
et puis on parlera de l'efficacité, de leur tolérance et de leur place dans la stratégie de traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Alors tout d'abord, un peu de rappel. On a une classification internationale des médicaments de fond de la polyarthrite rhumatoïde, avec, comme vous voyez sur la gauche en bleu, les traitements chimiques, avec d'une part des traitements classiques conventionnels que vous connaissez, puisqu'il y a surtout le méthotrexate, mais également la sulfasalazine ou salazopyrine et le leflunomide ou Arava. Ce sont les 3 traitements de fond classiques conventionnels reconnus comme efficaces dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Et puis en bleu clair, vous avez toujours des traitements chimiques, synthétiques et ciblés. Alors, c'est différent des conventionnels dans le sens où ils ont une cible précise, soit cellulaire, soit moléculaire, ça que l'on définit comme un traitement ciblé. Et ici, on va voir que c'est un enzyme qui est la cible de ces nouveaux médicaments. Tous ces médicaments sont donc, comme les conventionnels, sont synthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont chimiques et synthétisés au laboratoire. Dans ces médicaments synthétiques ciblés de la polyarthrite rhumatoïde, on a actuellement une seule classe, qui sont donc les anti-JAK. JAK, ça veut dire Janus kinase. Kinase, c'est un enzyme. Donc ce sont des médicaments de synthèse dirigés contre un enzyme, et on va voir que cet enzyme est dans l'intérieur même de la cellule. Il y a 2 anti-JAK actuellement commercialisés, le tofacitinib, non commercial Xeljanz, et le baricitinib, non commercial Olumiant. De l'autre côté, vous avez une autre classe que vous connaissez certainement également, qui sont les biomédicaments, les biothérapies, qui ne sont pas des médicaments de synthèse chimique, mais des médicaments qui sont produits à partir de cellules vivantes. L'exemple type de ces biomédicaments, ce sont des anticorps monoclonaux. Alors, il y a d'autres types de biomédicaments, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est l'exemple le plus fréquent, c'est un anticorps monoclonaux. Dans ces biomédicaments, il y a 2 groupes aussi. Il y a les médicaments biologiques d'origine, c'est-à-dire ceux qui ont été découverts initialement. Et dans ces médicaments d'origine, donc vous avez surtout les anti-TNF. Alors l'exemple des médicaments d'origine, c'est l'étanercept Enbrel, l'adalimumab Humira, le certolizumab Cimzia, le golimumab Simponi ou l'infliximab Remicade. C'est le nom commercial qui va vous donner savoir si c'est un médicament d'origine ou non. À part les anti-TNF, on a le rituximab, également, qui est un anticorps contre la cellule B. On a également le tocilizumab, Roactemra, et puis l'abatacept Orencia. Et puis de l'autre côté, à partir de ces médicaments d'origine, c'est un peu comme pour les génériques, quand un médicament est commercialisé depuis un certain temps, il perd ce qu'on appelle son brevet, et il devient pour un médicament chimique un générique, ou pour un biomédicament, c'est un biosimilaire. Et actuellement, plusieurs biosimilaires ont été commercialisés. Il y en a plusieurs dans les anti-TNF qui sont en fait des copies du Remicade, l'infliximab, c'est des nouveaux infliximab, ou copies de l'Enbrel, donc de nouveaux étanercept. Et puis on a récemment une copie du Mabtera, du rituximab. Alors, les inhibiteurs de kinase, je vous ai parlé, c'est le sujet du jour. Donc ces anti-JAK, qu'est-ce que c'est? Alors, une diapositive compliquée, mais que je vais essayer de vous simplifier. Il y a 3 parties, vous le voyez. À gauche, polyarthrite rhumatoïde. Ça vous explique un peu comment se passe l'inflammation et la destruction de l'articulation. Vous voyez en gris, c'est l'inflammation, c'est la synoviale, la membrane synoviale qui devient inflammée, qui prolifère. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des cellules de l'inflammation qui vont venir, ce sont les lymphocytes, ce sont les macrophages, les polynucléaires, tout un tas de cellules de l'inflammation qui vont produire
des molécules de l'inflammation, et les plus connues sont les cytokines. Dans ces cytokines, il y en a une que tout le monde connaît, c'est le TNF, mais il y a également l'interleukine 6, l'interleukine 1, il y a d'autres cytokines qui vont produire de l'inflammation. Et cette synoviale inflammée, donc le gris, va, par les produits qu'elle va développer, synthétiser, produire de l'inflammation, elle va pouvoir abîmer le cartilage qui est en bleu et puis abîmer l'os qui est en jaune et donc à l'arrivée détruire petit à petit l'articulation inflammée par la polyarthrite rhumatoïde. Au milieu, vous avez tous ces acteurs cellulaires et chimiques, donc les cytokines, vous le voyez en haut à gauche, mais également les cellules. La cellule B, c'est le lymphocyte B, le lymphocyte T, les cellules dendritiques, les macrophages. Tout ça, je vous en ai déjà parlé, ce sont les acteurs de l'inflammation de la polyarthrite rhumatoïde. Parmi eux, vous avez les lymphocytes B qui produisent les fameux auto-anticorps, facteurs rhumatoïdes, anti-CCP. On a développé depuis une vingtaine d'années des biomédicaments que vous connaissez, des biothérapies, qui vont être chargés de cibler ces acteurs de l'inflammation de la polyarthrite. Donc on a développé par exemple des anticorps monoclonaux vers la cellule B, c'est le rituximab. On en a développé vers la cellule T, c'est l'Orencia batacept. Et puis on en a développé surtout contre les cytokines de l'inflammation, donc ce sont les anti-TNF ou les anti-IL6 comme le tocilizumab. Mais là on est sur des grosses molécules, donc des anticorps ou assimilés, les biomédicaments, et le fait que ce soit des grosses molécules, c'est pour ça qu'on ne les utilise actuellement qu'en forme injectable, intraveineux ou sous-cutanée. Et donc plus récemment, sur la droite, on a développé des petites molécules chimiques qui vont non pas agir au niveau des cellules ou des cytokines, mais directement dans la cellule, pour bloquer les voies de l'inflammation à l'intérieur même de la cellule, alors que les biomédicaments agissent, eux, à l'extérieur de la cellule. Et vous voyez marqué kinase en rouge, et donc il y a tout un tas de chaînes de kinase qui vont transmettre ce que l'on appelle le message, de la cytokine, par exemple, jusqu'au noyau, pour envoyer les signaux de l'inflammation. Et donc une façon de bloquer les signaux de l'inflammation, c'est d'inhiber toutes ces kinases, et c'est le rôle de ces nouvelles molécules que l'on va appeler les TNIB, et les anti-JAK vont être des TNIB qui vont bloquer ces kinases, et ainsi bloquer les voies de l'inflammation, mais dans la cellule. Alors, comment on administre ces nouvelles molécules, ces inhibiteurs de kinase, ces anti-JAK? Eh bien, comme ce sont des petites molécules chimiques, on peut les incorporer dans des comprimés et donc on va pouvoir les administrer par voie orale, donc sous forme de comprimés, 1 à 2 fois par jour. L'autre intérêt, c'est que par rapport aux biomédicaments, il n'y aura pas de problème de conservation, on pas nécessité de les mettre au frigidaire, mais on peut les conserver à température ambiante normalement, donc il n'y a pas de chaîne de froid à respecter, donc là aussi un transport facile pour les personnes qui vont voyager. Alors, les produits actuellement sur le marché, je vous l'ai dit, il y en a 2. Donc 2 anti-JAK qui ont obtenu une licence de commercialisation auprès de l'agence européenne en 2017 et qui ont été commercialisés très rapidement par la suite, l'un en septembre et l'autre en décembre 2017. Alors, le plus anciennement connu, c'est le Xeljanz, le tofacitinib, qui est commercialisé depuis 2012 aux États-Unis, et puis entre-temps dans d'autres pays du monde, et seulement en 2017 en Europe, pour des raisons d'enregistrement qui sont un peu compliquées à expliquer. L'autre, c'est l'Olumiant, baricitinib, qui est uniquement commercialisé pour le moment en Europe. Les 2 médicaments sont très proches, et ils ont à peu près la même autorisation de commercialisation, ce qu'on appelle l'AMM, autorisation de mise sur le marché. En gros, ils sont utilisés
pour le moment, chez des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde, ayant déjà eu auparavant un médicament comme le méthotrexate, et qui sont en échec de ce méthotrexate. Ils peuvent être donc utilisés soit immédiatement après l'échec du méthotrexate, soit plus tard dans la vie d'une polyarthrite rhumatoïde, après plusieurs traitements de fond et même après des médicaments biologiques par exemple. Par contre, ils n'ont pas l'autorisation actuelle dans la polyarthrite débutante, donc on ne l'utilisera pas en première ligne, et ce n'est pas très étonnant puisque là c'est vraiment le domaine du méthotrexate et éventuellement un peu de cortisone. Ils peuvent être utilisés soit en association méthotrexate, soit seuls, c'est-à-dire en monothérapie, et généralement, et c'est l'intérêt aussi de ces nouveaux médicaments, c'est qu'ils sont assez facilement utilisables seuls, parce que très efficaces seuls, presque aussi efficaces que quand on les associe à du méthotrexate. Donc comprimé, forme orale, une prise par jour pour le moment pour le baricitinib, 4 mg dans le comprimé, et dans certaines conditions, sujet âgé, problème de fonction rénale, on l'utilise à demi-dose. On l'utilise à demi-dose. Pour le Xeljanz tofacitinib, pour le moment, c'est 2 prises orales, 10 mg par comprimé, 2 prises orales, 5 mg par comprimé, donc 10 mg au total. On aura probablement une seule prise dans quelques temps pour ce médicament également. L'efficacité, très rapidement, puisqu'ils ont été acceptés par les grandes agences européennes et américaines, c'est qu'ils sont efficaces, mais vous pouvez le voir ici. Toutes les études qui ont permis d'obtenir la commercialisation sont présentées ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce sont des critères classiques que l'on appelle ACR 20, 50, 70, c'est-à-dire que la plupart des critères d'évaluation comme nombre d'articulations douloureuses, nombre d'articulations gonflées, la vie du patient, etc., les paramètres biologiques d'inflammation sont améliorés d'au moins 20%, d'au moins 50% ou d'au moins 70%. Donc c'est les critères habituels pour les études thérapeutiques dans la polyarthrite rhumatoïde. On voit ici en rose à gauche, c'est quand on utilise le tofacitinib en monothérapie. On voit par rapport au contrôle placebo qu'en gros, on a 2 fois plus de patients qui sont répondeurs. Et 60%, c'est un assez bon résultat, comme vous le voyez pour la CR20 à gauche. Après, à droite, c'est quand on utilise ce médicament en association à du méthotrexate. Et on voit que là aussi, on a une bonne efficacité par rapport au méthotrexate seul, qui est en noir. Et donc en rouge, vous avez le médicament actif, le tofacitinib. Une petite parenthèse, vous voyez à un moment vers la droite, vous avez une colonne bleue. Et là, c'est un anti-TNF, l'adalimumab associé à du méthotrexate. Donc pour vous montrer, c'est une référence, anti-TNF que tout le monde connaît. Et on voit que ce médicament a au moins la même efficacité que l'anti-TNF, mais même peut-être un petit peu mieux sur ces éléments-là. Tout à fait à droite, c'est chez les patients plus sévères puisqu'ils ont échoué à au moins un anti-TNF. On voit que les taux de réponse sont un peu moins bons, mais c'est habituel. Néanmoins, on est encore au double, là aussi, du placebo. Alors, un élément d'efficacité qui va être intéressant pour les patients, c'est que ce sont des médicaments, outre la forme d'administration, comme on a vu, c'est des médicaments qui agissent très vite. On voit qu'on a une réponse à gauche significative des 2 semaines par rapport au placebo. Donc des 2 semaines, on a une nette amélioration, pas chez tous les patients, vous voyez, puisqu'on a 30% qui vont être répondeurs, et alors qu'à 3 mois, on aura 60% de patients qui vont être répondeurs. Ça, c'est en monothérapie à gauche. Et à droite, c'est quand on associe avec le méthotrexate, là aussi, rapidité d'action. Vous voyez, ça ne se différencie pas trop, que ce soit monothérapie ou association avec le méthotrexate, rapidité d'action de ces médicaments, probablement plus vite encore que les traitements biologiques, que les biomédicaments qui pourtant agissent déjà assez vite. Là, c'est l'autre médicament, le baricitinib, le Lumiant, qui lui aussi, à peu près la même efficacité de ces 2 médicaments. On voit ici, on a en orange le médicament baricitinib. En gris, on a du méthotrexate seul avec du placebo.
Donc le baricitinib en orange avec du méthotrexate, et en bleu turquoise, vous avez là aussi l'anti-TNF, l'adalimumab, avec du méthotrexate. Et ce que l'on voit à 3 mois et 12 semaines, 6 mois, 24 semaines et à 1 an, on voit, il n'y a plus de placebo à 1 an bien sûr, on voit que le médicament, avec les deux médicaments, baricitinib ou adalimumab avec du métho, sont meilleurs que le contrôle méthotrexate seul. Mais en plus, là aussi, comme avec le tofacitinib, le baricitinib semble supérieur à l'anti-TNF adalimumab. Et ici, c'est même significativement différent. On voit que la différence n'est peut-être pas énorme, mais en tout cas, ça montre que ces médicaments sont vraiment efficaces. Alors, il y a d'autres effets que sur les critères classiques, et notamment sur les critères de patients qui vous intéressent certainement. Et outre la douleur que l'on voit ici à droite, on a ici un effet sur la fatigue qui semble intéressant par rapport au contrôle. Vous voyez qu'en bleu, vous avez l'effet du médicament. Ici, c'est encore le tofacitinib. Douleur, fatigue. On est mieux que le contrôle, bien sûr, mais vous voyez, même sur la fatigue à gauche, on est peut-être un petit peu mieux que l'anti-TNF à pas mal de points. Donc un effet qui va être certainement intéressant pour les patients à prendre en compte. Alors, on a vu l'efficacité indiscutable. Maintenant, voyons comment ils sont supportés. Alors, très schématiquement, je vous dirais que c'est la même chose que pour les traitements biologiques. Donc, il faut considérer qu'il y aura les mêmes précautions d'utilisation et à peu près les mêmes effets indésirables à avoir. Donc là, on n'a pas vraiment de gain sur la tolérance, mais ce n'est pas moins bien non plus. Le problème principal, puisqu'on agit sur l'inflammation et l'immunité, ça reste le risque infectieux qu'il faut bien sûr connaître, et qui est tout à fait du même ordre que celui des biothérapies. Une petite parenthèse, il y a, semble-t-il, un petit peu plus de risque de faire des zonas qu'avec les anti-TNF, par exemple, mais ça semble concerner surtout les patients asiatiques. Enfin, il y a, comme avec le tocilizumab ou Actemra, à surveiller le cholestérol, et 1 degré moins, là ça semble peu problématique, mais quand même on le surveillera un petit peu. Le foie avec les transaminases, et c'est surtout quand on combine avec le méthotrexate, et parfois les globules blancs, neutrophiles et lymphocytes. Ces médicaments sont actuellement non recommandés et contre-indiqués en cas de grossesse, donc une contraception est absolument obligatoire. Il y a une question sur le risque veineux avec ces médicaments. Il semble qu'elle soit nulle avec le tofacitinib, il y a un doute avec le baricitinib. On n'a pas la réponse actuellement. Il faudra peut-être être prudent chez les patients qui ont déjà fait des phlébites tant qu'on n'a pas la réponse claire sur cette question. Alors, qui peut les prescrire? Comme les anti-TNF, comme tous les biomédicaments, ils sont réservés à la prescription initiale stricte hospitalière par un spécialiste rhumatologue hospitalier. C'est réservé aux rhumatologues et à la prescription hospitalière initiale. Après, ils peuvent être renouvelés par le rhumatologue libéral et tous les ans, une nouvelle prescription hospitalière va être nécessaire. C'est exactement comme les biomédicaments. Alors, sur les recommandations d'utilisation, eh bien, ça, ce sont les recommandations européennes de l'EULAR. On nous dit qu'en cas d'échec au méthotrexate, donc on est en 2e ligne de traitement, si le patient a des facteurs prédictifs de sévérité qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire une forte activité de la maladie, et notamment une CRP élevée ou une testation élevée, beaucoup d'articulations gonflées, s'il y a des auto-anticorps, facteurs rhumatoïdes ou anti-CCP, s'il y a des lésions radiologiques, eh bien il faut additionner au méthotrexate un biomédicament, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, mais là on place l'anti-JAK, donc c'est soit un biomédicament, soit un anti-JAK, de préférence associé au méthotrexate. Et bon, depuis 20 ans on utilise des anti-TNF, donc pour l'instant on continue d'utiliser des anti-TNF à ce stade, néanmoins utiliser un anti-JAK est une alternative crédible. Et comme ils viennent juste d'être commercialisés, on est toujours un petit peu dans l'attente, mais probablement que dans les 2 à 5 années à venir, on utilisera beaucoup plus fréquemment à ce stade encore les anti-JAK vu leur facilité d'utilisation. Et bien sûr, à tous les stades ensuite dans la polyarthrite rhumatoïde, on pourra utiliser ces médicaments en parallèle avec un biologique. Donc on utilisera soit un biologique, soit un anti-JAK
à tous les stades de la maladie, sauf au début, encore une fois, où c'est le domaine réservé du méthotrexate et éventuellement des corticoïdes. Le prix de ces anti-JAK, ce sont des médicaments onéreux, bien entendu, du fait de leur innovation. Ils sont à peu près du même prix que les traitements biologiques, mais dans la fourchette basse. C'est-à-dire, dans les biologiques, ça varie schématiquement de 8 à 12 000 euros par an pour un patient. Les moins chers sont les biosimilaires, et là, avec les anti-JAK, on est assez proche des biosimilaires. Vous voyez, on est par mois 734 euros pour les deux produits à la dose usuelle, ce qui fait environ 8 500 par an pour un médicament de ce type, alors qu'avec un biosimilaire, on est à 8 100. Et avec un médicament anti-TNF le moins cher actuellement, et l'Enbrel, on est plutôt à 8 700, 8 800. Et donc on est à la fourchette basse par rapport au traitement biologique. Il faut dire que ça coûte aussi un petit peu moins cher à produire. Alors, l'avancement de la recherche, est-ce qu'il y a d'autres anti-JAK actuellement sur le marché? Non, puisque ces deux-là viennent juste d'être commercialisés, mais il y en aura certainement d'autres dans les 3 ans qui viennent. Il y a 2 autres anti-JAK qui sont actuellement en développement très avancé et qui devraient pouvoir avoir l'autorisation de mise sur le marché dans 2 ans et une commercialisation dans 3 ans. Je ne sais pas encore s'ils vont apporter quelque chose de mieux que les précédents, mais ce seront ils sont un peu différents. Donc ce sera à avoir une mécanisme d'action un tout petit peu différente de ceux qui viennent juste d'être commercialisés. Donc en résumé, ces anti-JAK sont des nouveaux traitements de la polyarthrite rhumatoïde. Il faut savoir qu'ils sont pour le moment uniquement commercialisés avec l'indication dans la polyarthrite, mais il y a d'autres développements en cours dans de nombreuses autres maladies inflammatoires, en dermatologie, en gastro-entérologie et même en neurologie. Il y a des développements pour ces médicaments qui semblent très intéressants. En rhumatologie, on aura probablement également des développements, peut-être dans le rhumatisme psoriasique, voire dans la spondylarthrite et peut-être d'autres domaines. L'efficacité et la tolérance donc, est très satisfaisante, elle est au moins du niveau des biomédicaments. Un avantage, c'est l'efficacité rapide dont je vous ai parlé, à bout de 1 à 2 semaines. Et puis, peut-être un petit peu plus d'efficacité que les anti-TNF. Il faut voir si c'est vraiment pertinent, on le verra en clinique. Un intérêt, c'est l'utilisation assez facile, peut-être probablement mieux que les biothérapies tout seul, c'est-à-dire sans méthotrexate associé. Et sur le plan de la tolérance, c'est proche des biologiques, avec à noter quand même cet risque potentiel un peu plus fréquent de zona et ce cholestérol à surveiller au début, surtout les sujets qui ont une tendance à avoir du cholestérol un petit peu élevé. Donc l'utilisation en monothérapie, je vous en ai parlé. L'administration par voie orale, 1 à 2 comprimés par jour. Enfin, notez que c'est un médicament, ce qu'on appelle à demi-vie courte, c'est-à-dire qu'il est très rapidement éliminé de l'organisme, c'est une 12aine d'heures environ, un petit peu différent de la fonction du médicament, tout ce qui veut dire que c'est assez maniable et on n'aura pas à l'arrêter longtemps avant une intervention chirurgicale, donc ça sera simplement une question de 2 à 3 jours. Pareil pour une grossesse ou pour toute nécessité d'arrêter, puis également s'il y a une complication, on pourra l'arrêter facilement. Voilà, je vous remercie. Donc, Monsieur Combe, quelques questions qui nous arrivent de la part des participants. Quel effet des anti-JAK par rapport aux biothérapies? Alors, la question de savoir l'effet sur les biothérapies, donc par rapport aux biothérapies, j'en ai déjà largement parlé. Donc, je pense que pour le moment, on va considérer que ces médicaments ont une efficacité et une tolérance très proche des biothérapies que l'on connaît, et en particulier ceux que l'on connaît le mieux, les anti-TNF, donc très proches, même s'il y a quelques avantages, je l'ai dit, sur la rapidité d'action et sur l'utilisation potentielle seule en monothérapie, qui est également très efficace. Il faudra voir avec plus d'utilisation sur les critères patients, en particulier sur la fatigue, si ça reste vrai en pratique quotidienne. Une nouvelle question des participants. J'ai peur des effets secondaires sur le long terme. Qu'en est-il? Alors, les effets secondaires sur le long terme sont une question que l'on a toujours avec les nouveaux médicaments, et c'est logique.
Donc il faudra attendre que l'on ait plus de recul sur ces médicaments pour en savoir plus. Néanmoins, je l'ai dit, l'un de ces deux médicaments, le tofacitinib Xeljanz, est commercialisé depuis plus de 5 ans dans pas mal de pays du monde, notamment aux États-Unis et en Suisse. Donc on a des dizaines de milliers de patients qui l'ont déjà reçu. Excusez-moi. Et les données que l'on a n'ont montré aucun nouveau signal. Autrement dit, il n'y a pas d'alerte particulière dans l'utilisation large maintenant dans ces pays. Donc c'est assez rassurant pour l'utilisation à long terme. Une autre question, quelle différence entre Olumiant et Xeljanz ? Alors entre les deux médicaments qui viennent d'être commercialisés, il y a très peu de différence actuellement. Donc on verra sur la pratique, mais alors il y a des petites choses différentes de l'un à l'autre dans les études, mais c'est vraiment pour le moment à la marge. Et tant qu'on n'a pas de confirmation, je crois qu'on peut considérer qu'ils sont à peu près similaires. Et enfin, une dernière question, y a-t-il beaucoup de patients traités par anti-JAK ? Alors actuellement, dans le monde, il y a de plus en plus de patients qui sont traités car ces médicaments sont très prisés par les patients et les rhumatologues du fait de leur facilité d'administration et de gestion notamment. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de patients traités dans le monde pendant au moins 1 an. Merci beaucoup, professeur Combe, de nous avoir expliqué en détail et d'avoir pris tout ce temps pour aborder les traitements anti-JAK et répondre aux questions des participants. Je vous donne rendez-vous à tous le mois prochain pour la webconférence du 25 avril à 18h30 sur l'alimentation et la polyarthrite rhumatoïde. À bientôt. Au revoir.